Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une émission très importante où nous allons parler et révéler la vérité sur le mystère de ce nuage qui est utilisé dans le message comme étant la preuve que William Branham était le messager du 7e âge de l'Église, parce que Branham a dit que ces nuages étaient créés par les anges des dieux qui étaient venus lui visiter, et c'est lorsque les anges partaient qu'ils ont créé cette forme de nuage que vous voyez devant vous. Là, nous sommes dans le Life Magazine, aux États-Unis, qui était publié en 1963. Et nous allons analyser l'histoire basée sur les évidences et sur les références de William Branham lui-même. Il y a des éléments qui sont très importants que nous voudrions que vous puissiez retenir avant tout. La première phase, c'est l'heure à laquelle cet événement s'était passé. C'était le soir. C'était après 17h30. Il n'y avait rien avant 17h30. Et la chasse de William Branham, qui chassait ce qu'on appelle en anglais les javelines, ce sont des petits cochons, des cochons de brousse. Ça se faisait le matin. C'est-à-dire, Branham et les autres chasseurs partaient à la chasse le matin, c'est-à-dire les avant-midi. Cet événement est passé le 28 février 1963 et le Life Magazine va prendre la photo. Voilà comment la photo est. Et ici, nous voulons que vous constatez, ils ont donné même les heures. C'est-à-dire, on a parlé de ces nuages mystérieux. Un moment, je cherche mon indicateur. Nous sommes là. Lorsque vous regardez ici, on vous dit, c'était à quelle heure? À 18h10. C'est ça, on écrit 6:10 p.m. Ça veut dire 18h10. C'est le soir. Voilà l'image qu'ils avaient prise. Et cette image-là est là. Et vous allez voir que le vent quittait gauche pour aller à droite parce que l'image est en train de se diriger vers le côté droite. Et lorsque vous descendez ici, dans une autre position, à 18h15, regardez là, c'est 18h15, 6:15 p.m. veut dire 18h15. On vous donne l'endroit et on vous montre que l'image commence à se décomposer vers le côté droit, c'est-à-dire le vent qui souffle vers le côté droit. Vérifiez la première image, elle est là. Et deuxième image, ça est là. Ça, c'est dans le Life Magazine. Et ça, c'était un grand magazine aux États-Unis. Regardez là. C'était un journal, un grand journal, je disais. Regardez là, l'heure là-bas, c'est 18h30. Regardez, un moment, je vais vous montrer l'heure. À 18h30, on vous montre que le vent a poussé ça complètement. Ça n'avait plus la forme avec laquelle ça avait commencé. C'est devenu avec une forme plate, hein, lorsque vous regardez, à peu près comme ce que je viens de dessiner là. C'est-à-dire la forme a changé complètement. Par contre, lorsque ça avait commencé, ça avait une forme un peu comme ovale. À 18h10, à 18h15, le vent qui soufflait, ça ne restait pas le même. Ça changeait de forme. Et à 18h30, on vous dit que c'était presque déclassé.
parce que le vent soufflait et du côté de gauche vers côté droite. Et là, nous allons continuer, basé sur les informations que les archives des médias nous donnent, les informations de journaux et les informations de William Branham lui-même. Alors, comparons ce que William Branham va nous dire à propos de cette image en 1963, au mois de mars le 24, William Branham, c'est-à-dire à peu près un mois, juste après cette image qui était apparue, William Branham qui est en train de prêcher. Allons-y dans le... nous voulons aller dans le paragraphe 269. Dans le paragraphe 266, William Branham commence à raconter l'histoire de ces 7 anges qui étaient descendus ces jours-là. Il dit, vous vous rappelez la constellation de la vision des anges. Il parle, il dit, je suis parti pour Arizona, l'assemblée dit Amen, et vous vous souvenez, il continue à expliquer, il va expliquer qu'il n'était pas seul, il était avec le frère Softman et Brother Norman. Il va dire, quand vous descendez ici, il dit, dans le paragraphe, ça vous pouvez lire lentement à la maison, mais ici, dans le paragraphe 269, il dit, il y avait 3 témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes presque au Mexique. Voilà. Regardez la location où William Branham dit il était. C'était à la frontière de Mexique, c'est-à-dire Arizona et Mexique. Il y a les montagnes là. C'est là où William Branham dit il était allé avec 2 frères. Il dit les 2 frères sont ici. Et là, il commence à raconter qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne où il était allé faire la chasse des javelinas et la location. Je veux que vous vous rappelez, ce qui est très important, c'est l'endroit où William Branham dit il était à la frontière de Mexique. Ça, c'est très important. Ici, c'est là où vous allez découvrir la vérité et le mensonge. William Branham dit il était très loin, presque au Mexique. Hein? Il était avec 2 frères et c'est là où cet événement s'est passé. Là, il va commencer à expliquer comment les anges sont descendus, toutes les histoires que vous connaissez. Alors, je ne vais pas aller très loin en lisant ici parce qu'il y a beaucoup expliqué. Je voulais seulement que vous vous rappelez d'abord ici de l'endroit où William Branham dit il était à la frontière de Mexique. Ça, c'est 1. Et à part le fait qu'il était à la frontière de Mexique, William Branham dit il y a eu un grand bruit, une telle déflagration. Et puis, il dit, à cause de ce bruit, il croyait que les montagnes allaient s'écrouler. Il y a eu un tel bruit qui s'était causé. Et c'est après ce bruit que Branham va commencer à réaliser la constellation des anges. Avant que nous évoluions, nous voulons que vous puissiez vous rappeler que cette nuage était apparu le 28, c'était le 28 février. OK? Le 28 février 1963. Et William Branham dit qu'il était allé à la chasse. C'est pendant qu'il était à la chasse que cet événement était arrivé. Mais en même temps, nous allons vous montrer les preuves tangibles de loi qui gouvernait la chasse aux États-Unis en 1963, la chasse des javelinas que William Branham était en train de chasser et l'endroit où William Branham s'est rendu pour chasser. Et nous allons comparer ces deux et aussi le témoignage propre de William Branham s'il était allé à la chasse avant d'aller à Houston
ou si il était allé à la chasse après avoir été à Houston. Parce que Branham dit, selon son propre témoignage, il devait aller à Houston d'abord. Alors, voyons voir ce que William Branham nous dit. Avant d'aller voir les paroles propres de William Branham, nous vous présentons ça, on appelle ça les regulations. On a écrit ici Javelina Hunt Regulation, c'est-à-dire les lois pour chasser les javeliners que William Branham était en train de chasser. C'était un chasseur, mais c'est ça qu'il partait chercher ou tuer. C'est une forme de petit cochon. C'est où? À Arizona. Et voilà, on nous dit ici, dans la loi américaine, pour la chasse, et spécialement la chasse des javeliners, vous n'avez pas le droit de chasser avant le 1er mars. Voilà, vous voyez là? La chasse s'ouvre le 1er mars jusqu'au 10 mars. Nous sommes en quelle année? En 1963. On vous décrit tout celui qui veut aller à la chasse, s'il a la licence militaire ou la licence civile, on dit personne ne permis d'aller à la chasse avant la saison des chasses. Vous serez arrêté et vous serez mis en prison. C'est surveillé jusqu'aujourd'hui. On vous donne des saisons de chasse et vous n'avez pas le droit de chasser même 2 heures avant qu'ils ouvrent. On vous arrête. Et William Branham était un chasseur depuis longtemps. Il connaît toutes les lois concernant la chasse. Il avait le permis de chasse. Il ne pouvait jamais aller chasser avant le 1er mars parce que et lui et les gens qui étaient avec lui, on allait les arrêter. Voilà. Là d'abord, c'est la loi des chasses. La chasse s'ouvre le 1er mars jusqu'au 10 mars. C'était pour 10 jours seulement. Et on ferme. Nous continuons. Et ici, nous voulons voir le témoignage propre de William Branham pour qu'il nous informe si il était allé à la chasse après avoir été à Houston ou si il était allé à la chasse avant d'aller à Houston. Alors, dans sa prédication prêchée en 1963, le 6, c'est-à-dire en juin, le 23 juin, c'est tenir à la brèche. Dans le paragraphe 81, nous sommes là. Écoute ce que William Branham nous dit. Branham dit, là nous sommes en 1963. Branham dit, eh bien, je ne les savais pas à ce moment-là, mais le frère Softman, et puis il s'arrête, il dit, je sais qu'il est présent. Je suis très sûr que frère Norman, nous étions là. Je devais, ça c'est ce qui est très important, il dit, je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. OK? Et puis continuons. Je suis rentré et je suis allé à la chasse. Voilà. C'est-à-dire, il voulait dire, je suis allé à la chasse après avoir être à Houston. C'est ça qu'il explique là. Il dit, lui et le frère Softman et le frère Norman, ils devaient aller à la chasse, mais avant d'aller à la chasse, il dit, je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis, après là, il s'est rendu à la chasse avec les 2 frères. Et ces matins-là, j'étais debout là, en train d'enlever les grêtrons. Il explique maintenant, là, il va expliquer maintenant l'histoire de la chasse, comment le bruit s'est procuré, les anges sont descendus, il y avait la constellation
tout ce qu'il racontait. Voilà, ce qui nous concerne ici d'abord, c'est que William Branham nous confirme ici qu'il devait d'abord se rendre à Houston. Pour faire quoi à Houston? Branham dit qu'il devait aller sauver un jeune garçon de la chaise électrique. Ok, je vais clarifier pour ceux qui ne connaissent pas la chaise électrique. La chaise électrique, c'est la chaise qu'on utilise pour tuer les gens qui ont commis de meurtres. Branham n'a jamais expliqué à l'Église qu'est-ce que ce jeune garçon avait fait. Branham a dit seulement qu'il devait aller sauver un jeune garçon qui devait être tué par la chaise électrique, c'est-à-dire la cour, il était condamné à mort. Mais Branham n'a jamais révélé qu'est-ce que le garçon-là avait fait pour qu'il soit condamné à mort. Branham n'a jamais révélé ça. Ok, nous allons découvrir, nous allons vous montrer même l'image de ces garçons et qu'est-ce qu'il avait fait. D'abord, avant ça, Branham venait de nous confirmer ici qu'il s'est rendu d'abord à Houston pour sauver le petit garçon de la chaise et après Houston, il est parti à la chasse, lui et le frère Norman et le frère Sothmann. Et Branham va continuer toujours dans le même paragraphe, il va continuer à raconter l'histoire concernant l'explosion. Il dit, il y a eu explosion, ça avait fait un grand bruit. Vous savez, il parle des nuages mystérieux, ça avait fait un grand bruit. C'était même dans l'article du magazine Life. Il dit, vous voyez, ces anges distincts sur le côté droit. Il dit, et voici, il dit, là où la photo, il parle de la photo, a été prise, il dit ceci, il dit quoi? Il dit, eh bien, ce savant essayait de recueillir toutes les informations, un moment, je m'excuse pour mon image qui bouge un peu, toutes les informations possibles au sujet de la photo et des gens qui ont la photo. Mais ici, Branham nous confirme que lorsque cet événement s'était passé, il dit, je me tenais juste en dessous de cela. C'est-à-dire en dessous de quoi? De la nuée. Vous comprenez? Branham dit, lorsque la nuée s'est formée, cette constellation des anges, Branham dit, je me tenais juste en dessous de cela. C'est ça qu'il confirme. Mais n'oubliez pas, il nous a confirmé aussi ici qu'il devait d'abord aller où c'est à Houston pour sauver un jeune garçon qui devait être tué par la chaise électrique. Et puis, après Houston, Branham est parti à la chasse. Et là, nous allons prendre encore une deuxième preuve, toujours de William Branham, qui va nous confirmer. Nous sommes dans ce message ici de William Branham. Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? William Branham a prêché ce message en 1965, au mois de juillet, le 25 juillet 1965. Nous allons voir ce que Branham nous raconte. Et là, nous sommes dans le paragraphe 134. Voilà, ici, paragraphe 134. Dans le paragraphe 134, William Branham va nous raconter l'histoire qui s'était passée pour créer pour provoquer les anges, c'est-à-dire cette nuage qui s'était passé. Mais Branham, avant de parler des anges qui étaient descendus, il dit ceci. Il dit, je devais aller à la chasse avec un ami. Vous comprenez? C'est-à-dire, le premier plan, c'était d'aller à la chasse. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Branham qui parle. Il devait aller à la chasse. C'était ça le premier plan. On écrit ici, plan numéro 1. On encercle, c'était d'aller à la chasse. Mais juste avant d'aller à la chasse, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que William Branham nous raconte. Il dit, et quelqu'un m'a appelé. C'est lui qui m'avait critiqué. Ah bon? C'est-à-dire une personne qu'il avait déjà critiquée dans le passé.
Critiqué pour dire quoi? Nous avons les détails. C'est la personne qui avait accusé Branham. Il disait Branham c'est un faux prophète. Branham hypnotise les gens. C'est-à-dire Dieu n'est pas avec lui, il travaille avec la magie. Qui était cette personne-là? C'était James Harris et Theodore Kipperman. C'était les photographes qui avaient pris la photo de William Branham en 1950 dans la salle de Coliseum Hall Houston. Ces gens-là, ils avaient accusé Branham partout pour dire que Branham est un faux prophète. C'était un hypnotiseur, c'est-à-dire il utilise le pouvoir mystique parce qu'il guérissait les gens et puis après les gens retournaient dans les situations critiques. Maintenant, Branham nous raconte ici, il dit qu'il devait aller à la chasse avec un ami et quelqu'un l'a appelé. Qui est celui qui l'a appelé? Il dit, c'est celui qui m'avait critiqué. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il m'avait critiqué sur quoi? Il dit, c'est lui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur. Vous comprenez? Au sujet de la photo, c'est qui? C'est Theodore Kipperman et James Harris. Ces deux-là travaillaient ensemble. Il dit, la personne qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur, il m'a appelé juste avant d'aller à la chasse. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui l'avait prise, c'est-à-dire il avait pris la photo. Vous comprenez? La personne qui avait pris la photo de l'ange du Seigneur selon Branham avait critiqué Branham. Cette même personne n'était jamais convaincue que c'était l'ange du Seigneur. Parce que le photographe savait ce qui se passait. Il était au courant de tout. Branham dit, j'ai dû aller à Houston. Voilà là où il y a les secrets. Ici. C'est-à-dire, avant d'aller à la chasse, il devait aller à la chasse avec un ami, mais quelqu'un l'a appelé. Il nous signale ici qui est la personne qu'il avait appelée. Il dit c'est la personne qui m'avait critiqué au sujet de la photo qu'on disait la photo de l'ange du Seigneur. Et il dit c'est cette même personne-là qui avait prise la photo. Alors ceux qui sont intelligents ici, déjà vous devez comprendre que la personne même qui avait pris la photo que Branham dit c'est l'ange du Seigneur. Le photographe même vous dit que c'est faux, ce n'est pas l'ange du Seigneur. Le photographe avait publié Branham partout pour dire c'était faux, ce n'était pas l'ange du Seigneur et Branham pratiquait la magie. C'est ça que le photographe, tous les deux photographes, ils avaient dit ça. Nous allons vous donner les preuves, même dans le journal. Nous allons vous montrer, soyez calmes. Branham dit, j'ai dû aller à Houston. Il a dû aller maintenant à Houston. Il a laissé d'abord l'histoire de la chasse, il a mis à côté. Il est parti vite à Houston parce que la personne qu'il avait critiqué, le photographe qui avait pris la photo de la colonne de feu, a appelé Branham et Branham dit, j'ai dû aller à Houston pour faire quoi? Il dit, pour son fils. Vous voyez là? C'est écrit pour son fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fils du photographe? Regarde ce qu'on a écrit. Car on l'a mené dans le quartier des condamnés à mort. Vous comprenez? On l'a mené dans le quartier des condamnés à mort, c'est-à-dire on devait le tuer. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Vous voyez là? Il m'a rencontré là-bas, c'est-à-dire à Houston. Il m'a entouré de quoi? De ses bras. Il m'a entouré de ses bras, c'est-à-dire James Harris, le photographe, qui travaillait avec Theodore Kipperman. Il a vu Branham venir à Houston et il a mis ses bras à côté de Branham. Il a embrassé Branham pour lui remercier. C'est-à-dire Branham n'est pas allé à la chasse. Il a laissé d'abord l'histoire de la chasse. Il s'est rendu vite à Houston, à la cour, parce que le fils de James Harris devait être exécuté. Et ici, il dit, l'homme l'a dit, pensez donc, l'homme même que j'avais critiqué vient sauver mon fils unique. Vous comprenez? C'est-à-dire ici, vous avez l'image claire que Branham était allé à la chasse après son voyage de Houston. Et lorsque Branham était allé à Houston, à part le fait qu'il a intervenu dans la cour pour sauver le fils unique qui devait être tué, il était condamné à mort. Branham ne vous dit pas pourquoi il était condamné à mort. Il vous dit seulement qu'il est parti le sauver. Mais nous allons vous dire pourquoi il était condamné à mort. Nous allons vous donner son image et son nom.
Branham dit, l'organisation humanitaire m'a donné ce qu'ils appellent un Oscar, ou le nom que vous donnez à ça, pour avoir sauvé une vie. D'abord, l'histoire de Oscar, là, c'est faux. On ne l'avait pas donné un Oscar, c'est le mensonge. Nous allons vous montrer la vérité. Soyez calmes. Mais, retenez que Branham devait aller à la chasse. Il n'est pas allé parce qu'il y a eu une émergence. Voilà, là-bas. L'émergence, Branham explique l'émergence. Il devait aller vite, vite à Houston. Et puis, après l'événement de Houston, Branham continue maintenant ici, dans le paragraphe 15. Vous voyez le paragraphe 135 plutôt, je disais. Dans le paragraphe 135, Branham dit ensuite, c'est-à-dire, il continue maintenant lorsque nous sommes rentrés de Houston. Ensuite, nous sommes partis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. Voilà, vous comprenez? C'est-à-dire, il est allé à la chasse après avoir été à Houston. Maintenant, quelle date Branham devait se rendre à Houston pour aller sauver le fils de James Harris qui devait être tué parce qu'il était condamné à mort? Quel est le jour où cet enfant était arrêté et quel est le jour où il devait être exécuté, tué? Et quand est-ce que Branham est revenu de Houston? Pourquoi cette question-là est très importante? Parce que c'est sur base de cette question-là que vous allez découvrir le mensonge et la vérité. Parce qu'en 1963, la loi concernant la chasse, nous vous rappelons vite, vite, on ne vous permet pas de chasser avant le 1er mars. C'est-à-dire, si Branham était allé à Houston et Branham dit que après Houston, il est allé à la chasse, et c'est pendant qu'il était à la chasse que il y a eu cette nuage et la constellation des anges qui sont descendus. Or, le 28 février, c'est le jour où l'image était apparue. Le 28 février. Or, selon la loi de la chasse, aux États-Unis, tous ceux qui faisaient la chasse au sanglier n'avaient pas le droit, l'autorisation de chasser avant le 1er mars. On va vous arrêter. Il y a des soldats qui font la patrouille là-bas. Vous n'allez pas mettre votre nez là-bas. Même le 28 février à 21h, vous n'avez pas. Vous devez attendre le 1er mars pour commencer à chasser et vous devez avoir une licence qui vous permet de faire la chasse ou sinon on vous arrête et vous faites la prison. C'est-à-dire, Branham, s'il dit qu'il était à la chasse, lorsque la nuée est apparue, c'est le mensonge parce que la nuée est apparue le 28 février 1963 et ça a été publié dans le Life Magazine. C'est apparu le 28 février 1963 et c'est apparu pas le matin, pas les après-midi, mais le soir à 18h10. Nous vous avons montré les images, 18h10, 18h15, 18h30 et puis ça a disparu. Ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Or, Branham dit que lui, il était à la chasse le matin et cet événement s'est passé pendant qu'il était à la chasse. Mais quand Branham racontait ça, il ne savait pas que les gens un jour vont aller vérifier le jour où ça s'était passé, l'endroit où ça s'était passé et le voyage itinéraire de William Branham et les gens auront l'accès aux permis et recommandations, les lois qui gouvernaient la chasse aux États-Unis, la chasse
de sangliers, vous n'avez pas le droit de chasser avant le 1er mars. Il y a déjà une grande confusion, un grand mensonge ici, parce que si Branham dit qu'il était allé chasser le 28 février, c'est le mensonge, il devait être arrêté. Et si Branham était allé à la chasse après son voyage de Houston, c'est-à-dire, ça devait être après le 5 mars. Le 5 mars. Pourquoi nous disions le 5 mars? Parce que quand il est parti à Houston, Branham va prêcher à Houston le 4 mars 1963. Le 4 mars, Branham avait prêché le 4 mars à Houston une prédication intitulée « L'absolu ». Et William Branham a dit qu'il devait aller vite à Houston avant d'aller à la chasse pour aller sauver le fils de l'homme qu'il avait critiqué, c'est-à-dire l'homme qui avait pris la photo ici, le photographe même qui avait pris cette photo ici que vous voyez de la colonne de feu. C'était 2 photographes, tous les 2 photographes. Ils ont critiqué Branham sérieusement. Quand ils ont entendu Branham déclarer que c'était la colonne de feu, ils ont interdit même à Branham de publier la photo. C'est dans le journal. Branham n'avait pas le droit de publier cette photo. C'est à la fin de 1950, au mois de décembre, que Branham va réclamer encore le droit pour pouvoir publier. Les photographes refusaient. Ils disaient, Branham c'est un menteur, il est en train de mentir, ce n'est pas la colonne de feu. Ils ont critiqué. Et voilà, il s'est fait que le photographe a eu un problème, son enfant était arrêté, était condamné à mort. Alors le même photographe qui avait déjà fait un deal avec Branham en 1950 pour lui donner l'autorisation, après on ne sait pas ce qu'on l'avait donné, pour lui donner l'autorisation d'utiliser la photo, le photographe va appeler maintenant Branham pour qu'il vienne aussi l'assister parce que lui, il avait déjà assisté Branham avant pour défendre, pour libérer la photo et permettre à Branham de dire tout ce qu'il pouvait dire de la photo. Parce que le photographe, selon lui, il savait que c'était les ampoules de la salle. Quand vous voyez là la forme de l'ampoule. Le photographe était au courant, c'est pourquoi il critiquait Branham. Mais comme Branham voulait dire que c'était la colonne de feu, c'est pour ça que le photographe les critiquait et l'accusait aussi de dire qu'il était en train d'hypnotiser les gens. C'est-à-dire, si vous êtes souple, vous allez comprendre qu'il y a au fait une relation. Il y a une relation entre cette photo ici, que le message utilise, et la première photo que James Harris avait pris et Theodore Kipperman. Ils ont le même lien. Et ce lien-là, c'est soutenu par William Branham lui-même. Allez voir ce qui se passe. Avant que nous continuions, William Branham, lorsqu'on l'a demandé où est-ce qu'il était lorsque le nuage était apparu, Branham dit il était exactement en dessous du nuage et ils étaient sur la montagne qu'on appelle Rattlesnake Mesa. C'est cette montagne ici. Et les gens du message vont appeler cet endroit Sunset Mountain pour dire c'est là où le prophète avait fait l'expérimentation avec les anges. Et puis, Branham va changer encore lorsqu'il va se rendre compte que l'endroit qu'il avait donné pour dire c'est là où il était quand le nuage était apparu, c'était complètement le contraire de l'endroit où l'image était apparue, selon les scientistes et le Life Magazine. Parce que c'était à 320 km de l'endroit où le nuage réel était. Donc c'était le mensonge.
il devait se corriger pour changer encore de nom de l'endroit où il s'était. C'est pour ça que Branham, vous le retrouvez en train de dire dans un message, oh, il était à Rattlesnake. Dans un autre, il dit, oh, il était à Prescott. Il va maintenant commencer à changer pour copier ce que Life Magazine disait. Évoluons. Vous avez même des fidèles du message qui part en pèlerinage sur cette montagne de Rattlesnake qu'ils appellent Sunset Mountain, croyant que c'est là où le nuage des anges était descendu, parce que c'est ça que Branham avait dit la première fois, et jusqu'aujourd'hui, ils s'y rendent dans cet endroit-là, parce que c'est un endroit spirituel. Or, en réalité, ils n'ont pas vérifié même le message de Branham. Lui-même, il a changé après dans d'autres prédications parce que il a découvert que cet endroit-là était très loin de l'endroit où le nuage était apparu. Vous avez vu, au début du message, nous vous avions montré Branham qui a dit dans un autre endroit qu'il était à la frontière de Texas lorsque ça s'était passé. C'est-à-dire, c'est le mensonge. Il commença à changer des endroits pour pouvoir essayer de mélanger le mensonge avec la vérité. Lorsque on va publier cette image dans le Life Magazine, ils vont dire, voilà, l'image était exactement à 18h10 au-dessus de Prescott. C'est là où l'image était apparue pour la première fois. Et William Branham aura l'opportunité de lire ce livre au mois de mai. Or, avant le mois de mai, Branham disait qu'il était à la frontière de Mexique lorsque cela était arrivé. N'oubliez pas, c'était le 28 février. Le 28 février, Branham n'avait pas le droit de chasser. Et Branham donnait une autre location, un autre endroit de là où il était pendant que l'image était apparue. Mais lorsque le Life Magazine va publier avec les scientifiques pour dire où exactement cette image était apparue, c'était à Prescott, William Branham va changer dans son message après pour dire « Oh non, il était à Prescott ». 320 kilomètres de différence de premier endroit où Branham avait dit il était allé à la chasse. Pourquoi? Si c'était la vérité, Branham ne devait pas changer deux endroits du jour au lendemain juste pour essayer de convaincre les gens que cette image était spirituellement connectée avec ces anges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs branhamistes qui ont déjà réalisé que William Branham avait menti. William Branham n'était pas là lorsque cette image était arrivée, ce nuage. Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils ont suivi ces documentaires et d'autres documentaires, ils ont déjà compris que Branham avait menti. Il n'était pas à Tucson. Ce jour-là, il était au Texas. Il était à Houston. Et regardez, l'endroit où Branham avait dit, la distance avec la frontière de Mexique, vous êtes là, dans la frontière de Mexique, Sunset Mountain, où les branhamistes partent en mémoire de l'endroit où, soi-disant, c'est là où il y avait ce nuage qui était apparu. Et regardez la distance avec l'autre côté, c'était une distance de 320 kilomètres qu'on vous donne. C'est le mensonge, absolument le mensonge. Et après, Branham va commencer à changer dans ses prédications pour donner ce nom-là après avoir lu ça dans le magazine. Mais avant, il donnait un autre nom qui le contredisait à 100%. Et même lorsque vous regardez la distance en voiture, c'était une très grande distance. C'est une distance de 5 heures de voyage par voiture. Alors, c'est pratiquement impossible. Et
selon les images que Life Magazine avait publiées, vous voyez, ce n'est pas une pyramide. Branham dit les anges montaient en forme de pyramide. Il y avait un ange qui était au milieu et les autres étaient à côté. Ça, c'est parce qu'ils montaient en forme de pyramide. Mais non, regardez ce que je vous ai montré. Nous sommes à 18h10. Branham ne devait pas être à la chasse à 7h, 18h10. C'est l'heure que c'était apparu. Et regardez le vent qui souffle cette image à 18h15. Regardez comment l'image est en train de se perdre à cause du vent pour aller du côté de votre droite à cause du vent. Pas en forme de pyramide, il n'y a pas une pyramide là. Et regardez à 18h30, on vous montre l'heure en bas, 18h30, regardez, ce n'est plus même une forme de cercle, c'est devenu le vent qui déclasse ça est en train de pousser de l'autre côté. Le vent est en train... Et après 18h30, ça avait disparu à cause du vent. Alors, qui est le petit garçon que William Branham était allé sauver à Houston parce qu'il devait être exécuté, il devait être tué, parce qu'il était condamné à mort. William Branham n'a jamais dit à l'Église pourquoi est-ce que ce petit garçon était condamné à mort. Et quand il disait ce petit garçon, quel âge il avait, qu'est-ce que ce petit garçon avait fait pour qu'il soit condamné à mort. Voilà. Là, nous vous présentons l'image de ces deux messieurs. Tous les deux que vous voyez, ces deux messieurs. Celle-ci s'appelait Leslie Douglas et l'autre s'appelait Caroline Lima. Ces deux ici que vous voyez, c'était des prostituées, c'était des hommes et c'était des homosexuels qui s'est prostitués. Je répète encore, ces deux messieurs que vous voyez, ils étaient deux hommes, ils étaient de prostituées, c'était ça leur travail, ils s'est prostitués. Et celui-ci était ami avec Leslie Douglas, qui était aussi homosexuel. Leur travail, c'était la prostitution. Là, c'est leur photo. Vous voyez encore les deux là. C'est leur photo. Ils sont là. Et c'est dans le journal. C'était dans le journal. C'était un grand événement aux États-Unis. Nous sommes dans le journal en 1963. On vous donne le nom de l'un. Il s'appelait Leslie Douglas Ashley. Et l'autre s'appelait Caroline Ann Lima. On vous dit, ils sont très inquiétants à propos de charges they face in Houston, c'est-à-dire ils sont condamnés à Houston. Ils sont condamnés pourquoi? Les deux là, qui étaient des homosexuels, ils sont condamnés pourquoi? Nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'ils devaient être tués, pourquoi est-ce qu'ils étaient condamnés à mort. Mais avant là, nous voulons d'abord vous montrer quel jour on les avait, disons, pardonnés, mais sous aussi quelle loi. Regarde ici, on vous dit Caroline Lima, elle est là. Il est là, je devrais dire, parce que c'était un homme, c'était deux hommes, mais deux homosexuels. Ils étaient aussi transsexuels. Caroline Lima. Et on vous dit Wesley Douglas Ashley. Il dit just 4 hours and 10 minutes before they were to die for sex slaying, they gave their pair at least 2 more weeks of life strengthening. Il parle, ici je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Il dit, le monsieur ici qu'on appelait Caroline Lima et Leslie Douglas. Douglas là, vous vous rappelez? C'est Douglas Studio qui avait pris la photo de William Branham en 1950. La photo que vous voyez de la colonne de feu. C'est le studio qu'on appelait Douglas Studio.
Douglas Studio était dirigé par deux personnes. Il y avait Theodore Kipperman et James Harris. Tous les deux travaillaient ensemble. Maintenant, Leslie Douglas était le fils de James Harris, qui était l'ami intime de Theodore Kipperman, les deux qui avaient pris la photo de William Branham en 1950. Les deux qui ont critiqué William Branham pour dire qu'il était quelqu'un qui utilisait la magie. Les photographes là, qui avaient rejeté William Branham. Alors, Leslie Douglas Ashley était fils de James Harris, qui travaillait avec Theodore Kipperman. Et ici, on vous dit, lorsque la cour avait pardonné Ashley Douglas, on l'a pardonné sur quoi? Regarde, on dit les attorney Clyde Wood. Time argued that the evidence of insanity was suppressed in the trial and at the sanity hearing of the 25-year-old Ashley Douglas. Ok. Il explique ici. Il dit, on l'avait pardonné parce que quelqu'un avait plaidé pour dire que il est insane. Ça veut dire il est comme un débile. Il est quelqu'un comme un idiot. C'est pas quelqu'un qui fonctionne normalement. C'est quelqu'un qui a des problèmes de tête. C'est un malade mental. Pardonne-lui. Ne le tuez pas parce que il a un problème avec sa tête. Et ici, vous voyez dans le journal, on vous décrit déjà que lorsqu'on l'a laissé, il s'appelait Leslie Douglas, called himself a biblical prophet Elijah. Vous comprenez? C'est-à-dire, cet enfant de James Harris, il avait compris comment William Branham était devenu Elijah the prophet et l'histoire de la colonne de feu sur la photo que son papa James Harris avait fait. Son père l'avait expliqué comment William Branham est devenu populaire avec cette photo. Lorsque ce garçon sera libéré de la prison, il a commencé à s'appeler aussi le prophète. Il disait aux gens aussi qu'il était le prophète Élie de la Bible. Tout d'abord, il est très très important que vous compreniez une chose. Leslie Ashley Douglas et Caroline Lima, ils étaient arrêtés à Houston. Et lorsqu'ils étaient arrêtés, qu'est-ce qui se passe? Le 14 janvier, regardez là, 14 janvier à Houston, c'était le jour où ils étaient condamnés à mort. Vous comprenez? 14 janvier. Souvenez-vous très bien de cette date-là, c'est très important. Les 14 janvier 1963, les deux là, on dit condemned killers. Ce sont des gens qui ont tué. Qui est-ce qu'ils ont tué? Ils ont tué un homme d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un qui vendait les maisons. Cette personne les avait pris, comme eux c'était des prostituées, tous les deux, il les avait pris pour aller faire ce qu'on appelle l'orgie, c'est-à-dire la fête de sexe pendant le week-end. C'est-à-dire cet homme-là était aussi peut-être homosexuel. Et comme il était riche, ces deux ici, Caroline Lima et Leslie Douglas Ashley, ils ont tué ce monsieur-là, qui les avait pris comme des prostituées. Il les a amenés dans son bureau pendant tout un week-end. Il a passé le temps avec eux. Et les deux ici vont le tuer. Ils vont brûler le monsieur. Ils vont brûler son corps et essayer d'effacer les traces de leur acte. Mais ils étaient retracés et arrêtés. Alors, le 14 janvier
vous voyez la date 14 janvier, ils vont être arrêtés et c'était passé partout. C'était passé dans les informations, c'était passé partout dans les journaux. Ils étaient condamnés le 14 janvier. Et lorsqu'on les a condamnés le 14 janvier, la date où on devait les tuer, les exécuter, c'était le 28 février. 28 février. Souvenez-vous de cette date. 28 février. C'est-à-dire à peu près un mois après. C'est-à-dire ils ont été condamnés le 14 janvier et le 28 février, c'est le jour où on devait les exécutionner, les tuer avec la chaise électrique. Maintenant, à quel moment est-ce qu'ils étaient pardonnés? Nous allons voir, parce que tout était dans les informations. Souvenez-vous de ceci, ils étaient arrêtés le 14 janvier, condamnés plutôt, ils étaient condamnés le 14 janvier, condamnés à mort, et on avait fixé la date du 28 février 1963 pour les exécutionner. Et qu'est-ce qui s'est passé? 28 février pour leur exécution. Et rappelez-vous, le 28 février, ça vous rappelle aussi quoi cette date-là, le 28 février? Qu'est-ce qui s'est passé le 28 février si vous vous rappelez? 28 février, c'est le jour où ce nuage mystérieux était apparu. Où c'est? À Flagstaff, en Arizona, à 18h10 le soir, où William Branham ne pouvait pas aller à la chasse le soir à 18h10. Et le 28 février, c'était le jour de l'exécution de l'enfant de James Harris, qui était ami avec Theodore Kipment, le propriétaire de Douglas Studio. Vous me suivez? Et là, à cause du temps, nous n'allons pas tout lire, mais je vous lis juste ce qui est plus important. On vous parle de Ashley, son nom est là, et puis son copain qui était Lima, les deux prostituées. On vous dit, ils sont condamnés à mort, de sentence to death. Pourquoi ils sont condamnés? Parce qu'ils avaient égorgé Monsieur Tom, ils avaient égorgé Monsieur Tom, ils l'ont tué où? Dans son bureau. Et puis ils ont brûlé son corps et ils ont jeté son corps. Vous comprenez? On explique là. C'est ça les offenses, les crimes qu'ils avaient faits. Vous comprenez? On vous dit là, c'est-à-dire Ashley, elle devenait femme et elle devenait homme. Pour vous dire qu'elle était prostituée, elle sortait avec les hommes et les femmes. Donc il n'y avait pas de barrière. C'était des homosexuels, des prostituées. Ils avaient tué Monsieur Tom, qui était un businessman. Il était tué. Il les avait invités pour la fête d'orgie et dans son bureau. Après, ils l'ont tué, ils ont brûlé son corps. Ils étaient arrêtés, condamnés ils étaient condamnés le 14 janvier 1963. Ils devaient être exécutés, regardez la date là, le 28 février. Regardez la date que j'encercle là. Le 28 février, c'était la date pour leur exécution. Et nous avions vu là, c'est-à-dire leur exécution, c'était pour le 28. Et quel jour ils étaient pardonnés? On a dit, ils ont pu esquiver l'exécution à 10 heures de leur exécution. C'est-à-dire, la cour et les gens qui ont supplié, qui ont pleuré pour qu'on ne puisse pas les exécuter, ils s'étaient présentés à la cour ce jour-là le matin.
le 28 février. Leur exécution, c'était le soir. Et à 10 heures de leur exécution, on va les pardonner parce que, selon la cour, l'autre qu'on appelait Leslie Douglas Ashley, la cour va déclarer qu'elle est un débile mental, elle a un problème mental, selon, on ne sait pas ce que William Branham était allé dire, vrai ou faux, mais ce qui est vrai que depuis Houston jusqu'à Tucson, le voyage, c'est un voyage de 14h50, c'est-à-dire 16 heures du temps, 16h36, normalement, c'est 16 heures du temps de voyage. Maintenant, imaginez-vous, si William Branham avait quitté Tucson pour aller à Houston, où le fils de James Harris devait être exécuté le 28, et après, il a prêché toujours à Houston. Le 4 jours après, il a prêché à Houston, et Branham lui-même, il confirme que c'est après Houston qu'il est parti à la chasse. Or, comme nous avions démontré, Branham ne pouvait pas aller chasser dans cet endroit. Le 28 février, il allait être arrêté et amené en prison. Et il sait, il n'allait jamais faire ça. Et le nuage était apparu le 28 février. Vous me suivez? Le nuage était apparu le 28. Le 28 février, c'est le jour où le nuage était apparu. Le 28 février. 28, voilà, on écrit 28 là. Et quand Branham a entendu parler du nuage, avant qu'il puisse savoir l'endroit exact où le nuage était, Branham a dit, ce jour-là, il était allé à la chasse à la côte de Mexique, là en bas. Il dit, c'est là où il était, c'est là où le nuage était apparu. Mais je crois après, quand il s'est rendu compte que non, c'était trop loin de l'endroit où le nuage était apparu, c'était à 320 km, c'est-à-dire tout le monde va découvrir que c'est les mensonges. Branham va changer des endroits, il va dire maintenant il était l'endroit où le Life Magazine disait. Un autre mensonge. Deuxième mensonge, la loi sur la chasse, vous n'avez pas le droit de chasser avant le 1er mars, c'est-à-dire la chasse s'ouvrait le 1er mars jusqu'au 10 mars. Or, le 28 février, William Branham était allé à la cour pour plaider pour ce garçon à Houston qu'on devait tuer. Imaginez-vous, même si Branham avait terminé de plaider à la cour à 9h30 du matin, le temps qu'il entre dans sa voiture et qu'il roule, quelle heure Branham allait arriver à Flagstaff pour commencer à faire la chasse. Le voyage, ça prenait à peu près 16 heures du temps. Vous voyez là, ça vous dit 16 heures du temps. C'est le mensonge. Branham ne pouvait pas être le même jour et à Houston et à Arizona. C'est le mensonge. Impossible. Je dis impossible de quitter ici Houston vite pour aller courir et retourner à la chasse avec un voyage de 16h36. Et puis, même si vous dites qu'il était allé en avion, c'était faux parce qu'il ne pouvait pas faire la chasse là. Il allait être arrêté immédiatement. Il y a les militaires, il y a la loi de la chasse, on allait l'arrêter immédiatement. Et troisièmement, Branham était resté à Houston jusqu'au 5 mars. Le 5. Parce que le 4 mars, il a prêché à Houston un message intitulé « L'absolu ». C'est après ce message
que Branham est parti à la chasse. Et même quand William Branham raconte pour dire « Oh, il était allé aider un enfant qui devait être tué, il a plaidé et l'enfant était pardonné », il n'a jamais dit qui était cet enfant et quel travail cet enfant faisait. Et c'était pas un enfant, c'était un adulte. Il avait 25 ans. Et l'autre, Caroline Lima, elle avait 20 ans. Et on vous dit si c'était des prostituées. Il s'est prostitué. Ashley Douglas, elle avait 25 ans. On dit, elle s'habillait comme une femme et elle changeait de femme en homme, dépendamment du client qu'elle avait, parce que c'était des prostituées. Et on vous dit, ils étaient arrêtés parce qu'ils avaient égorgé. Ils avaient égorgé qui? On vous dit même. La personne qu'ils avaient égorgé, c'est un vendeur de maison. Son nom est là. C'est ça, c'est le monsieur qu'ils avaient égorgé, monsieur Fredton, en 1960. Dans une fête de sexe. Où c'était, on a dit, c'était dans le bureau de ce monsieur. Et après, dans le journal, on vous dit même, ils avaient brûlé le corps de cet homme-là et ils ont essayé d'effacer leurs traces. Mais Branham ne vous a jamais dit tout ça. C'était une prostituée et un homosexuel que William Branham était allé chercher à défendre à la cour. Pour quelle raison? Mais vous devez comprendre, parce que il s'agissait de l'enfant, de la personne qui avait déjà marqué un but de très grande valeur pour William Branham en 1950. C'était lui, James Harris et Theodore Kipement, qui ont fabriqué la colonne de feu sur William Branham en 1950. C'est pourquoi Branham s'était senti obligé de rouler aussi pendant 16 heures du temps pour aller soutenir James Harris parce que c'était comme une forme de dette morale. Donc, c'était là l'homosexuel. Vous voyez, on écrit ici. Ils sont là. C'était eux, les prostituées que William Branham était allé plaider. C'était deux homosexuels. C'était des prostituées. C'était ça le travail qu'ils faisaient. Regardez, lorsqu'ils étaient arrêtés, ils sont là. Ils sont là et il est là en prison. Il est là, voilà. Donc c'était un homme, en même temps il était une femme. Et c'était le travail qu'il faisait. Et William Branham, avant même d'aller plaider pour lui, Branham connaissait parce que son père l'avait expliqué, le papa, voilà. Et c'est le monsieur qu'on avait tué. C'est le monsieur qui a été tué par les deux prostituées. Vous voyez son nom là-bas? Là. On vous écrit, regardez ce qu'on a écrit là. On vous dit, son nom c'était Fred Tone. The man Leslie and Caroline shot and burned. Vous voyez? C'est-à-dire, c'était l'homme que les deux prostituées avaient tué. Et ici, on vous montre l'avenue sur laquelle ils habitaient, là où les événements s'étaient passés. Donc, c'est triste. Et elle est là, Leslie, le monsieur en question, en 1992. Elle est toujours homme-femme, elle est toujours homosexuelle. Vous voyez son habillement. Elle est là, c'est en 1992. Regardez là, 1992. Leslie est là et elle continue toujours dans son identité en tant que homosexuelle. Et elle est là. Voilà. C'est le petit garçon que William Branham était allé sauver. Aujourd'hui, elle est dans le gouvernement américain. Elle travaille et elle a gardé toujours sa nature de femme, mais c'est un homme. Voilà, c'est elle que William Branham était allé sauver.
plaidé pour ce jour-là à la cour pour dire qu'elle n'était pas normale, elle avait un problème des têtes, qu'on la laisse. Nous allons vous présenter le témoignage de ce pasteur. Il est aussi un ancien, il était un ancien branhamiste, il était pasteur. Ils ont fait beaucoup de recherches qui les a permis même à découvrir la vérité sur William Branham. Écoutez ce qu'il dit. William Branham said that he saw a vision on December 22nd, 1962 in Jeffersonville, Indiana. Il dit, William Branham a dit qu'il avait fait une vision au mois de décembre 1962. Le 27 décembre 1962. Just before 10 o'clock in the morning. Il dit juste avant 10 heures le matin. He told about it in a sermon the very next day. Il a parlé de ça dans sa prédication juste le jour suivant, c'est-à-dire le 28 décembre 1962. Le 28 décembre 1962. I looked to the west and looked like in a form of a pyramid. Et là, c'est en anglais. Moi, je vais aller chercher vite le message en français pour vous montrer. Et là, nous irons dans la parole que William Branham a prêchée ici en 1962 là-bas, le 12, c'est-à-dire le 23 décembre 1962. Le message est intitulé « L'opprobre à cause de la parole ». Et nous sommes dans le paragraphe 35, c'est-à-dire ici. Paragraphe 35, William Branham qui raconte l'histoire des anges. Il a eu une vision des anges et ici, Branham est très clair. Il signifie la vision qui était claire et le nombre des anges qu'il avait vus. Il dit ceci, cette déflagration est la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés. Vous voyez, il parle des anges. Sont arrivés. Comme ça, il dit 5 anges. Regardez ce que j'ai encerclé, le nombre des anges. Il dit 5 anges sont arrivés en même temps qui formaient une constellation un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée. C'est-à-dire, il avait même un dessin comme cette pyramide que j'ai dessinée ici. C'est-à-dire, il a dessiné une image de forme de pyramide. Il dit 5 anges sont descendus vers lui en forme de pyramide. 5 anges. Ça avait l'air d'être d'abord, on dirait, et là il commence à expliquer, c'était vu de loin, cela semblait, on dirait, la couleur de colombe, et il venait dans cette direction. Voilà, maintenant là, il va continuer, il va clarifier. Il dit, vous voyez, il dit 1, 2, le nombre des anges, il est en train de compter, 3, 4, et puis il dit, juste au sommet, vous voyez là, au sommet, c'est qui faisait 5. Voilà. C'est-à-dire, dans cette vision, ici, William Branham, le 12, le 23 décembre 1962, William Branham parle de sa vision, et dans sa vision, William Branham clarifie complètement. Il dit, il avait même dessiné, il avait fait même un dessin en forme de pyramide. C'est ça que William Branham nous dit. Il dit, il y avait 1, 2, 3, 4. C'est Branham qui dit. Il dit en forme de pyramide. Il dit, et il y avait un autre ange au sommet. Ce qui faisait 5 anges, selon William Branham. C'est-à-dire, il y a 1, 2, 3, 4. Il y avait 2 anges à gauche, 2 anges à droite, et le 5e était au sommet. Ça, c'est Branham qui parle des anges dans la vision claire qu'il avait vue le 23 décembre 1962. He is very clear from his testimony that he saw 5 angels, because he repeats this 5 times in this sermon. Il dit, c'était clair
William Branham nous dit dans ce témoignage, il avait vu 5 anges et il a répété ça 5 fois dans sa prédication. 5 fois, il a répété cela dans sa prédication le jour-là. In chapter 3 of the book, The 20th Century Prophet, Il dit dans le livre écrit par Lee Vail, le livre intitulé « Le prophète du XXe siècle », tous ceux qui sont dans le branhamisme connaissent Lee Vail, il était très proche de William Branham, il était comme son conseiller. Lee Vail states that he met with William Branham on December 26, 1962, and discussed this vision. Il dit, Lee Vail a écrit dans son livre que lui, Lee Vail et William Branham se sont rencontrés le même mois, en décembre 1962, le 26. Le 26 décembre, Lee Vail et William Branham se sont rencontrés le 26. Ils ont discuté concernant la vision de 5 anges que William Branham avait fait. Et puis, comme William Branham était au point de commencer l'enseignement sur les 7 sceaux, Lee Vail et William Branham vont discuter pour voir si cette vision n'avait pas affaire à l'introduction de 7 sceaux. Sans vous rappeler que Branham nous a déjà prêché le 23 où il a signifié qu'il y avait 5 anges, 2 à gauche, 2 à droite, et un était au milieu qui créait une forme de pyramide. Mais Lee Vail et William Branham vont se rencontrer le 26, c'est-à-dire 3 jours après que Branham a dit qu'il y avait 5 anges, le 26 décembre 1962, Lee Vail et William Branham se rencontrent pour discuter si la vision de 5 anges qu'il avait fait pouvait introduire le 7 sceaux. C'est-à-dire, Branham se préparait pour enseigner le 7 sceaux et ils vont essayer de voir si les 5 anges pouvaient apporter quelque chose qui pouvait refléter ou donner la permission aux enseignements sur les 7 sceaux. Wrote that they speculated whether the vision could relate to the unveiling of the 7 thunders of Revelation 10. Il dit, ils ont parlé en long et en large, et Lee Vail dit, ils ont parlé pour voir est-ce que cette vision peut être parlée aussi de 7 tonnerres. When William Branham retells the same vision on December 30th, 1962, Il dit, quand William Branham va prêcher et utiliser la même vision dont il avait raconté le 23 décembre, il va prêcher encore le 30 décembre pour utiliser la même vision qu'il avait racontée le 23 décembre, c'est-à-dire il y a juste 7 jours de différence, et pendant les 7 jours, ils se sont parlé avec Lee Vail le 26 décembre. Mais étonnement, quand Branham va prêcher le 30 décembre 1962, juste 7 jours après, la vision va changer. Parce que Branham devait maintenant corriger la vision, changer les pensées des gens pour leur faire croire maintenant que non, la vision, c'était le message de Dieu pour les 7 tonnerres. Alors, suivons ce que notre frère nous dit. 7 days after his first retelling, Il dit juste 7 jours après que Branham nous avait dit c'était 5 anges, the number of angels begins to change il dit le nombre des anges commença à changer du coup. from 5 to 7. Il dit Branham va augmenter 2 anges, ce n'est plus 5 anges, ça devient 7 anges. I saw a constellation of something coming. Branham dit j'ai vu la constellation de quelque chose qui venait. It looked like that it might have been little dots. There could have been no less than 5 and not more than 7. Et là il augmente, il change la vision qu'il avait racontée le 23.
Ici, il dit, j'ai vu la forme des anges qui descendaient en forme de pyramide. Il n'y avait pas moins de 5, mais c'était 7 anges. Et là, nous allons encore, dans le message de William Branham, prêcher le 30 décembre 1962. Et le message est intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Et là, nous sommes dans le paragraphe 141. Qu'est-ce que William Branham nous raconte? Nous sommes dans ce paragraphe. Branham dit, il raconte encore la même vision. Cette fois-ci, il va augmenter le nombre. Mais cela secoua la terre. Et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest, très loin de l'éternité. Il dit, je vis une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il pouvait y en avoir pas moins, il change, la vision change là. Il dit pas moins de 5. Le 23 décembre, il était clair que c'était 5 anges, 2 à côté, 2 à gauche, 2 à droite et 1 au milieu qui formaient une pyramide. Le jour là, le 30 décembre, il dit, il n'y en avait pas moins de 5. Et pas davantage que 7. Voilà. Là, il introduit 2 autres anges pour faire 7 anges. Et il dit, ils étaient en forme de pyramide. C'est-à-dire ici, Branham va doubler le nombre de anges après avoir parlé avec Lee Vail le 26 décembre. Ils vont discuter sur l'enseignement que Branham voulait enseigner concernant les 7 tonnerres. Ils vont se décider d'échanger la vision des 5 anges pour dire c'était 7 anges. Et là, Branham va répéter 7 anges pendant sa prédication. Ce n'est plus 5 anges. Et là, nous voyons A pyramid. In this sermon, Brother Branham also tells of another important set of meetings coming up. Il dit dans le même message, une fois qu'il a augmenté le nombre des anges de 5 à 7, dans le même message, avant que le service termine, écoute ce que Branham dit. The next thing up, as far as you know, is those 7 seals. Il signale déjà, il dit, je veux introduire notre enseignement de la fois prochaine. Nous allons parler sur les 7 sceaux. Alors, vous comprenez, sa manipulation, c'était de manipuler le chiffre 5 ensemble avec le conseil de Lee Vail, 5 anges, pour le faire enfanter 2 autres anges pour qu'ils arrivent à 7 anges. 7 anges, pourquoi? Parce que Branham se préparait à commencer un enseignement sur les 7 sceaux. Alors, il devait mentir, changer la première vision qu'il a eue le 23 décembre, la vision des 5 anges, et faire 5 anges devenir 7 anges lorsqu'il va prêcher une semaine après, le 30 décembre. C'est-à-dire, c'était le mensonge, clair et simple. Et dans cette prédication, il a parlé de 7 anges plusieurs fois. C'était ça son objectif. So on December 23rd, he is very clear that there were 5 angels in the vision. Il dit, décembre, le 23, lorsqu'il avait prêché, il était très clair pour dire qu'il avait vu 5 anges dans sa vision. But on December 30th, he seems unsure as to whether there were 5 angels. Il dit, arrivé le 30 décembre, tout a changé. Ce n'est plus 5, c'est devenu 7. Et à un moment, il paraît même confus. Or 7 angels. What caused the change? Il dit, qu'est-ce qui a amené le changement? Numbers were very important to Brother Branham. Il dit, le nombre, le chiffre, était très important pour William Branham. In his sermon on December 23rd, he mentions the number 5 10 times.
Il dit, lorsqu'il a prêché le 30 décembre, il va mentionner le nombre 5 10 fois seulement. And the number 7 only 5 times. Le chiffre 7, Then, in his sermon on December 30th, he mentions the number 5 7 times. le chiffre 5, je me suis trompé, le chiffre 5, le 30 décembre, il a mentionné ça pendant 5 fois. And the number 7 over 60 times. Et le chiffre 7, plus de 60 fois, parce que c'est ça qu'il voulait maintenant s'aimer dans la tête des gens le 30 décembre. But these sermons are about the same vision. Il dit que ces prédications sont des prédications concernant la même vision qu'il avait eue, mais il change des nombres. Les chiffres qu'il avait déclarés avant vont changer.